va se présenter déjà en amont. Donc, Lucas Serre, chargé de la relation entreprise à la Caisse primaire du Doubs. Et je suis aujourd'hui accompagné donc, du coup, de Valérie Méric Bonjour, je suis chargée de la relation entreprise avec Lucas, donc à la CPAM du Doubs. et de Nora Slemet. Bonjour à toutes et à tous, Nora Semet, chargée de la relation entreprise à la caisse primaire à Vesoul en Haute-Saône. Donc, comme vous le noterez, c'est une co-animation aujourd'hui entre deux caisses, hein, celle du Doubs et celle de la Haute-Saône. Donc, petit rappel technique donc, concernant tout l'aspect technique que je vais gérer pour ce webinaire-là. Donc, du coup, vos micros et caméras sont coupés donc, pour la bonne tenue du webinaire. Hein, donc voilà, mais par contre, on veut quand même que ce webinaire soit quand même interactif. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Donc du coup, dans le bloc QR hein, que vous avez à disposition en bas de votre écran, donc pas dans le chat, hein, mais dans le bloc QR, comme ça on pourra reprendre l'ensemble de vos questions pour y répondre. Hein, il y aura un temps dédié à la fin du webinaire pour y répondre. Hein. Donc je précise bien que c'est pour des questions d'ordre général. Pour toutes questions qui seront un peu plus individuelles ou qui nécessiteront un peu une étude un peu plus poussée ou complémentaire, on reviendra vers vous à l'issue du webinaire hein, pour vous apporter toutes nos réponses. Le support et ainsi que le replay vous seront également envoyés à l'issue du webinaire. Donc on est ensemble pour une petite trentaine de minutes. On verra, on débordera peut-être un petit peu en fonction des questions-réponses. On verra. Donc au niveau des participants, je pense qu'on est quasiment tous présents. Vous voyez bien le support aussi. Normalement, c'est tout bon de votre côté. Donc parfait, du coup, visiblement, eh ben c'est parfait. Eh ben écoutez, on va pouvoir commencer. Donc comme je vous le disais, on est ensemble pour une petite trentaine de minutes concernant donc les signalements DSN pour les organismes de services publics hein, qu'on va voir effectivement avec Valérie et Nora. Merci Lucas. Donc, je vais vous présenter un petit peu le sommaire. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un signalement d'arrêt de travail en DSN? Pourquoi et comment utiliser un signalement? Ensuite, nous allons y voir les différentes étapes de votre saisie. Ça va être un petit pas à pas. La subrogation, le signalement DSN concernant un accident de travail et un accident de trajet, un petit focus sur le congé paternité et on terminera sur le tableau de bord DSN. Alors Valérie, du coup, concrètement, c'est quoi le signalement d'arrêt de travail en DSN? Est-ce que tu peux nous expliquer? Bien sûr. Alors nous allons déjà replacer la DSN dans le contexte spécifique qui est lié aux organismes de services publics. Donc le déploiement de la DSN concernant la sphère publique a été fixé selon la loi du 10 août 2018 et par le décret du 28 novembre 2018. Donc, par rapport à cette sphère, voilà, depuis le 1er janvier 2022, les DSN mensuels remplacent vos déclarations existantes, que celles-ci soient mensuelles ou qu'elles soient annuelles. Comme pour le secteur privé, vous avez donc la possibilité d'effectuer des signalements DSN en passant bien sûr par votre logiciel de paye, ce qui va générer la constitution d'une attestation de salaire en caisse primaire afin de permettre le versement d'indemnités journalières, si bien sûr l'ouverture des droits est effective, comme par exemple pour le risque maladie, maternité ou paternité. Une information importante, l'usage des signalements en DSN est pour l'instant possible que pour les contractuels de droit privé et les contractuels de droit public. Pour les fonctionnaires, les signalements sont hors champ DSN. Parfait. Donc du coup, est-ce que tu peux nous expliquer aussi pourquoi et quand utiliser un signalement? Bien sûr, donc il y a plusieurs avantages à utiliser le signalement d'arrêt de travail depuis votre logiciel de paye, car vous n'avez aucun montant de salaire, de prime, de salaire rétabli à indiquer. Tout est automatisé, ce qui va vous permettre notamment un gain de temps, un risque d'erreur qui va être bien sûr très limité, et bien entendu, toute cette transmission de flux sera sécurisée, car elle va émaner de votre logiciel de paye. Attention, j'attire justement votre attention sur un point particulier. Le temps partiel thérapeutique n'est pas encore dans le cadre de la DSN, donc les attestations de salaire sont uniquement à réaliser sur Net Entreprise. Maintenant, on va évoquer les conditions pour un bon signalement d'arrêt de travail. Pour un bon signalement, donc il est essentiel
tout d'abord que le paramétrage de votre logiciel soit correctement effectué. Il faut bien sûr être vigilant, notamment sur les données identifiantes comme le contrat de travail de vos agents, ainsi que la catégorie socio-professionnelle dont ils dépendent. Également le BIS, c'est-à-dire le bulletin d'identification du salarié, qui va permettre ainsi de vérifier la bonne affiliation. Pour terminer, les différents types de primes, les périodes de rattachement de celles-ci, sans oublier bien sûr les gratifications et les indemnités. Une fois que votre paramétrage est vérifié, pour réaliser votre signalement DSN, il est nécessaire d'avoir un historique mensuel suffisant. On va prendre deux cas bien précis. Pour un salarié qui effectue une activité standard, en maladie par exemple, vous aurez besoin d'avoir un historique de 3 mois. Pour un salarié effectuant une activité discontinue ou pour l'indemnisation d'un accident de travail ou de trajet, 12 mois d'historique DSN mensuel sera requis. À quel moment doit-on signaler un avis d'arrêt de travail? Eh bien, c'est très simple en fait. Dès réception de l'avis d'arrêt de travail initial, d'un minimum d'une journée. À chaque fois qu'il y a un changement de risque, par exemple, un arrêt de travail maladie suivi d'un congé maternité, nous aurons alors besoin de 2 attestations de salaire pour nous permettre de faire le versement des indemnités. La première, on aura un dernier jour de travail qui va être bien sûr identique à la seconde. La première attestation comportera bien sûr des salaires bruts, puisqu'il s'agira d'indemniser un avis d'arrêt travail maladie. Et pour la seconde, nous aurons besoin d'une attestation avec des salaires réduits, c'est-à-dire le salaire brut réduit de 21% pour le calcul de l'indemnité journalière maternité. J'attire encore votre attention sur le fait qu'il est inutile d'effectuer un signalement DSN pour une prolongation d'avis d'arrêt de travail. Au niveau des paramètres de votre logiciel, là, on vous a indiqué sur cette slide, c'est une slide, on va dire, plutôt d'information, car elle va vous indiquer dans 2 parties bien distinctes les informations paramétrées dans votre logiciel de paye servant à votre DSN mensuel. Et la seconde partie, les informations saisies lors de votre signalement que nous allons maintenant détailler dans les étapes de votre saisie. Alors effectivement, si on voyait maintenant le pas à pas de la saisie. Bien sûr, Lucas. Donc, il s'agit effectivement de vous présenter un petit peu un petit pas à pas, de vous accompagner dans les différentes étapes de votre saisie. Là, sur cette présentation de slide, on vous a indiqué un exemple de logiciel. Bien sûr, l'ergonomie un peu variée en fonction de votre logiciel de paye parce qu'il en existe bien sûr des différents et ils sont relativement nombreux. Par exemple, et par contre, ce qui ne change pas lors de la saisie de votre signalement, ce sont les 4 éléments que je vous invite à découvrir. La première étape de votre saisie, vous allez tout d'abord choisir le risque. Le risque maladie, maternité, paternité, accident de travail ou de trajet. Attention, je vous rappelle encore une fois que le temps partiel thérapeutique n'est pas embarqué dans le dispositif DSN et que vous devez passer uniquement par Net Entreprise pour réaliser votre attestation de salaire. Ensuite, nous allons avoir un élément très important, la date du dernier jour de travail. Là, on va y revenir un petit peu plus tard, parce qu'il va y avoir des éléments importants à noter. La date de fin prévisionnelle. Pourquoi prévisionnelle? Cette date de fin va correspondre en fait au dernier jour prescrit par le médecin sur l'avis d'arrêt de travail. Et concernant la subrogation, eh bien, effectivement, si vous subrogez, il va falloir remplir la partie subrogation. Mais là, c'est pareil, on va y revenir un petit peu plus tard. Juste dernière précision, le SIRET doit correspondre au RIB de votre trésorerie dont vous dépendez.
un SIRET, un RIB. Une des dernières étapes, donc la date de reprise de travail, comme je vous l'ai précisé, il est impératif d'indiquer la date réelle ou la date de reprise anticipée dans votre logiciel de paye afin d'éviter la génération à tort d'une attestation de salaire de plus de 6 mois d'arrêt de travail qui sera envoyée à la CPAM inutilement. Lors d'une reprise anticipée, un nouveau signalement est nécessaire le plus rapidement possible dès que vous avez l'information, afin d'éviter le versement d'indemnités journalières à tort et de générer des régularisations entraînant des indus. On vous a ici indiqué un petit peu toutes les choses qu'il faut savoir, notamment le dernier jour de travail. Donc le dernier jour de travail, vous pouvez rencontrer deux situations possibles. Soit le dernier jour de travail correspond à la veille de l'arrêt, donc que ce soit un jour férié ou un jour de congé payé. Soit le jour, il peut correspondre aussi au jour de la constatation médicale, donc le jour de l'arrêt de travail prescrit par le médecin. La date de reprise anticipée, il faut la faire bien sûr le plus rapidement possible en entraînant un nouveau signalement. La date de reprise de travail, elle doit être indiquée simplement dans votre logiciel de paye pour alimenter votre DSN mensuel sans faire de nouveaux signalements. Et les dates de subrogation, il faut indiquer les dates maximales relatives au décret 91-298, mais ça, on va en reparler un petit peu plus tard. Et j'insiste toujours sur le fait que un SIRET, un RIB. Merci Valérie. Et maintenant, comment se matérialise la subrogation? Je vais maintenant effectivement aborder la partie subrogation avec des situations auxquelles vous pouvez être confrontés. La première, on va prendre un exemple. Nous avons un arrêt de travail initial du 16 au 30 avril, suivi d'une prolongation du 1er mai au 31 mai. Lors de la saisie de votre signalement des réceptions de votre arrêt initial, vous devez indiquer la date du dernier jour de travail au 15 avril, les dates de subrogation maximales, c'est-à-dire aussi bien la date de début que la date de fin, en fonction des droits statutaires fixés par ce fameux décret 91-98, soit, dans notre exemple, du 16 avril 2025 au 15 avril 2027, par exemple. 2028, excusez-moi. Il n'y a aucun signalement à faire à réception de la prolongation. Ce qui est important à retenir par rapport à la subrogation est de ne surtout pas limiter aux dates d'arrêt, aux dates de fin d'arrêt de travail. Parce que le versement des indemnités, si vous limitez le versement des indemnités, la suite se fera à votre agent. La seconde situation, là on est dans le cas de la renaissance de droit à compter du 1er juin. Donc, nous avons fait donc, vous avez fait une première attestation avec un dernier jour de travail au 15 avril. Donc là, on reprend exactement l'exemple qu'on avait précédemment. Donc, on a un avis d'arrêt de travail du 16 avril au 30 avril. Dernier jour de travail, le 15. Ensuite, la période de subrogation du 16 avril au 30 avril, le versement des indemnités se fera à votre agent puisque celui-ci n'a plus de droit, par exemple. Et pour la reprise de subrogation du fait de la renaissance des droits à compter du 1er juin, une nouvelle attestation de salaire rectificative sera donc nécessaire pour cette nouvelle période. La renaissance des droits à la subrogation en collectivité se réfère à la possibilité par un agent de bénéficier à nouveau du mécanisme de subrogation après une période de droit qui n'est plus applicable. Cela peut se produire dans bien sûr plusieurs situations que nous avons vues précédemment. On peut avoir un changement de situation si l'agent, précédemment en congé, sans traitement ou en disponibilité, retrouve une situation qui lui permet de bénéficier de la subrogation, par exemple en reprenant un poste avec un traitement statutaire suffisant. Il peut y avoir également une modification des conditions de travail.
Si les conditions de travail ou la nature du contrat de l'agent, change, cela peut également entraîner une réévaluation de ses droits à la subrogation. Et puis l'épuisement des droits, donc là, c'est si l'agent a épuisé complètement ses droits à l'indemnité journalière, mais les retrouve à un moment donné à subrogation suite à une nouvelle période de congé d'indisponibilité, par exemple physique. Et maintenant, voyons ensemble du coup le signalement des SN en accident de travail et de trajet. Effectivement, l'avantage d'effectuer un signalement DSN pour un accident de travail, un accident de trajet, ça va être le premier avantage d'effectuer un seul signalement DSN et ce seul signalement va générer deux attestations de salaire. Une première attestation de salaire, bien sûr, au titre accident de travail, mais également une seconde attestation de salaire maladie qui va nous permettre ainsi le versement d'une indemnité journalière provisoire calculée sur des salaires bruts de l'attestation maladie dans l'attente de la décision relative à l'instruction du dossier. Il est bien entendu qu'une régularisation de la période indemnisée sera effective automatiquement dès lors que l'accident de trajet ou de travail sera reconnu. Le second avantage de faire votre signalement DSN est le fait de sa simplicité et de la justesse des données qui sont transmises, car vous n'avez plus besoin, comme on l'a déjà vu précédemment, on vous l'avait déjà précisé, d'indiquer des salaires bruts ou rétablis, des primes éventuelles. Et ces informations, je vous le rappelle, sont issues de votre logiciel de paye et de votre DSN mensuel. Merci Valérie. Donc maintenant, on va voir un petit peu précisément donc, le signalement DSN dans le cadre du congé paternité. Donc c'est pareil, c'est relativement simple pour le congé paternité. Donc du coup, en DSN, effectivement, donc si votre salarié fractionne son congé paternité, il conviendra du coup de générer un événement pour chaque période, hein. Et effectivement, les périodes de congé doivent impérativement être transmises dans l'ordre chronologique. Et effectivement, l'avantage de la DSN dans le cadre du congé paternité, donc c'est beaucoup plus simple puisqu'il n'y a pas de montant de salaire à compléter, pas de salaire rétabli à saisir, et la génération se fait automatiquement concernant les périodes de congé paternité. Ça va être le système effectivement DSN qui prend en charge tout ça, pour fluidifier nos échanges. Concernant le dernier jour de travail pour le congé paternité, donc effectivement, comme vous le connaissez, donc la durée du congé paternité est de 25 jours, hein, pour un enfant, donc suivi de 3 jours de congé naissance employeur. Et effectivement, ce congé paternité-là est fractionnable en 3 périodes. Donc vous avez effectivement la première période qui est obligatoire, donc de 3 jours de congé naissance employeur, suivi de 4 jours indemnisés par l'assurance maladie. Vous avez ensuite deux secondes périodes qui sont, elles, par contre, facultatives, hein, pour solder le reste à poser du congé paternité. Donc la deuxième période qui est de minimum 5 jours, hein, donc qui est facultative, comme je le disais, et une troisième et dernière période qui est, elle aussi, facultative, de minimum 5 jours également. Donc les 25 jours sont à prendre dans les 6 mois qui suivent la naissance de l'enfant. Et concernant le dernier jour de travail, là où j'attire votre attention, c'est effectivement concernant la première période obligatoire, puisque en fait le dernier jour indiqué pour la première période obligatoire correspond au dernier jour du congé de naissance employeur. Il faut vraiment voilà, être vigilant, effectivement, sur ce dernier jour de travail-là, surtout concernant la première période obligatoire, puisque ça correspond au dernier jour du congé de naissance employeur. Pour les deux autres périodes qui sont facultatives, c'est beaucoup plus simple, puisque ça va être à la veille de la période en question. Et ça, effectivement, indépendamment du week-end, hein, donc c'est vraiment en termes de jours ouvrables, hein. Donc si, par exemple, voilà, dans notre exemple, le DJT peut très bien être un samedi, par exemple, même si c'est une journée non travaillée. Et effectivement, donc concernant le signalement, hein, donc ça peut être que ce soit en congé paternité ou peu importe le risque embarqué, l'envoi d'un signalement d'arrêt de travail va suffire, hein, et ça vous dispense effectivement de nous transmettre une attestation de salaire sur notre entreprise, sauf en cas effectivement de demande d'attestation enfin, rectificative ou annulaire en place par la caisse primaire. Mais tout ça pour vous dire effectivement qu'il faut éviter de faire des doublons, hein. Donc, c'est-à-dire que c'est votre signalement qui va générer, qui va rematérialiser en interne, en caisse primaire, une attestation de salaire. Donc, il est inutile pour vous de transmettre une attestation de salaire via Net Entreprise.
Merci Lucas. Donc, si après avoir fait un événement DSN, vous vous apercevez que vous avez fait une erreur, vous en êtes rendu compte après coup, vous pouvez nous faire un signalement annulaire en place. Donc là, il faudra faire réaliser cet envoi dans la DSN mensuelle du mois suivant. Attention, à bien faire attention, à bien reprendre les mêmes informations que dans les attestations précédentes, notamment par rapport au dernier jour de travail, au montant des salaires, etc. Et si vous constatez qu'il y a des anomalies qui sont issues de vos DSN mensuels, donc là, dans ce cas de figure, il faudra vous rapprocher de votre éditeur de logiciel de paye. À votre niveau, je ne pense pas que vous ayez la possibilité de faire la correction sur les paramétrages de votre logiciel. Et Nora, est-ce que tu peux maintenant nous montrer comment on peut déposer un signalement DSN donc sur notre entreprise? Oui, tout à fait. Donc, si vous n'avez pas la possibilité, si vous ne pouvez pas, enfin, il y a plusieurs cas de figure, si vous ne pouvez pas faire un dépôt de flux depuis votre logiciel de paye, vous pouvez le faire depuis Net Entreprise. Donc là, vous avez votre page d'accueil Net Entreprise, vous sélectionnez DSN régime général, et là, vous allez euh, faire un dépôt de pièces. Vous allez sélectionner dépôt d'un nouveau fichier. Vous allez parcourir, donc c'est-à-dire que vous aurez au préalablement enregistré votre document sur votre bureau, vous allez le sélectionner et vous allez l'envoyer. Parfait, merci Nora. Et est-ce que du coup, tu peux nous parler un petit peu aussi du tableau de bord en DSN? Selon votre configuration, votre tableau de bord peut figurer depuis votre logiciel de paye, mais vous pouvez également le consulter depuis votre compte Net Entreprise. Donc, vous allez, pareil, sur Net Entreprise, vous allez sur DSN Régime Général, et là, vous allez pouvoir accéder à votre tableau de bord depuis votre Net Entreprise, pardon. Là, donc une fois que vous avez transmis votre signalement, vous allez le suivre dans votre tableau de bord sur Net Entreprise. Et le tableau de bord, c'est un élément qui est vraiment essentiel pour bien vous assurer du bon déroulement des opérations et des dépôts des DSN mensuels ou des signalements d'arrêt. Et ça vous permettra d'avoir un visuel sur les dossiers en cours. Une fois que vous avez transmis votre flux, il convient de vous rendre sur votre tableau de bord DSN. Et là, vous allez accéder au compte-rendu de vos différents flux. Donc là, vous accédez au bilan de traitement. Et là, on va vous donner plusieurs niveaux d'information pour lesquels vous allez être susceptible de faire des corrections. Les notifications qui vous sont envoyées vont, le cas échéant, nécessiter des corrections de votre part. C'est-à-dire que quand un technicien va recevoir l'attestation de salaire, va vouloir traiter le dossier de votre salarié, il aura peut-être besoin de compléments d'information et il va vous les transmettre par ce biais-là. Donc, vous pouvez accéder à ce bilan de traitement et donner les informations et les corrections qu'il conviendra de faire selon les motifs qu'on va voir par la suite. Donc, le tableau de bord, juste un petit récapitulatif, ça ne justifie pas que le flux est bien arrivé et traité par la caisse primaire. Ça justifie juste que vous avez un premier certificat de conformité qui atteste que votre flux est bien été envoyé, mais ça ne garantit pas que ça a bien été traité par l'assurance maladie. Donc, il y a plusieurs niveaux de contrôle et c'est pour ça qu'il faut impérativement consulter les bilans de traitement qui sont disponibles sur votre tableau de bord avec un point de vigilance. Les bilans de traitement ne sont consultables que pendant 3 mois. Vous avez plusieurs bilans, plusieurs motifs qui sont récapitulés comme suit. Donc, vous avez un premier bilan OK, un bilan KO, un bilan NO. Donc, selon les motifs, vous allez opérer des opérations qu'on va voir dans le tableau suivant. Vous allez avoir des actions à mener si vous avez un bilan KO. Donc là, on va vous demander de saisir une attestation rectificative. Si vous avez un bilan anneau,
là, il faudra saisir une nouvelle attestation de salaire. Et si vous pratiquez la subrogation, vous pouvez consulter votre bordereau de paiement Digi depuis votre tableau de bord également. Et là, vous allez directement sur l'onglet Accéder au bordereau de paiement Digi. Et là, vous aurez tous les bordereaux de paiement qui sont en rapport avec les remboursements qui ont été faits par la caisse primaire. Vous pouvez aussi les consulter depuis votre compte entreprise. Et là, vous avez votre compte entreprise et là, vous allez sélectionner saisir une attestation de salaire et là, vous allez pouvoir accéder aux sommes érigées et consulter vos bordereaux de paiement d'indemnité journalière depuis, pareil, votre compte entreprise. Là maintenant, on vous a fait un petit focus sur les erreurs les plus fréquentes, hein, et puis comment éviter les comptes rendus métiers invalides et les bilans, bien sûr, KO. Alors, on a repris un petit peu plusieurs thématiques, notamment sur les salaires rétablis qui sont erronés ou absents. Donc, à ce moment-là, il va falloir revoir le paramétrage avec l'aide de l'éditeur de votre logiciel de paye. Si vous avez, pareil, un bilan KO concernant le dernier jour de travail qui est absent ou qui est erroné, donc il faut revoir la règle du dernier jour de travail qu'on vous a exposé un petit peu précédemment et qui généralement correspond bien sûr à la veille de l'arrêt, mais pas que, ça peut effectivement aussi correspondre au jour de la constatation médicale et au jour de l'arrêt prescrit par le médecin traitant. Si l'attestation d'arrêt de travail au-delà de 6 mois est envoyée à tort, donc comme on vous l'a expliqué également tout à l'heure, la date de reprise réelle, si elle n'est pas alimentée dans votre logiciel de paye, eh bien, elle va générer cette attestation d'arrêt de travail de 6 mois. Elle va être envoyée à tort à la caisse primaire. Ça va générer une charge supplémentaire dans nos flux et cette charge, bien sûr, elle est inutile. On est bien d'accord. Une attestation envoyée en double. Eh bien, comme vous l'a précisé Lucas tout à l'heure, si vous avez déjà fait un signalement en DSN, il est bien sûr inutile de doublonner et de faire une attestation via Net Entreprise, sauf, bien sûr, à la demande de la caisse primaire. Pour terminer, ce qu'il faut retenir de manière générale, signaler tout arrêt à chaque changement de risque, que ce soit le risque maladie, maternité, paternité, accident du travail, et à chaque changement de période, par exemple pour un congé paternité. Vérifiez bien sûr le bon paramétrage de votre logiciel, parce que c'est ça qui va être déterminant pour la suite et surtout pour faire vos signalements DSN. Il faut saisir uniquement le motif de l'arrêt, le dernier jour travaillé, la date de fin prévisionnelle et les dates de subrogation. Vérifiez bien sûr votre tableau de bord, comme vous l'a expliqué Nora. C'est très important parce que là, vous pourrez avoir l'entièreté des motifs, savoir si votre bilan est KO ou OK. Et puis, bien sûr, consultez le compte-rendu métier qui est transmis par mail afin de corriger, bien sûr, les erreurs au besoin. Et voilà, ces comptes rendus métiers sont très importants parce qu'ils permettent en fait une transmission d'informations entre le traitement qui est fait par des agents en caisse primaire et vous qui êtes l'employeur. Donc, s'il y a des demandes spécifiques qui sont faites par les agents, vous les aurez. Donc, ceux-ci sont très importants et je vous conseille donc fortement d'aller les consulter très régulièrement. Alors, merci Valérie et Nora. Donc, du coup, j'ai quelques questions pour clôturer ce webinaire. Donc, alors, la première question. Donc, le signalement DSN est impossible pour les fonctionnaires IRCAN-Tech dépendant du régime général. Alors, donc, oui, effectivement, donc, pour les fonctionnaires IRCAN-Tech travaillant moins de 24h30 et relevant du régime général, il n'est pas possible de procéder au signalement via la DSN. L'attestation de salaire doit être réalisée sur le site Net Entreprise.
Donc ça, c'est pour la première question. On a une deuxième question. Donc, y a-t-il un délai pour faire un annulé remplace? Alors, Oui. le signalement annulé remplace a pour but, bien sûr, de corriger des informations erronées fournies lors d'un premier signalement. Il est donc essentiel de réaliser le plus rapidement possible et de transmettre, bien sûr, les données fiables aux caisses primaires concernées. Cependant, eh bien, il n'y a pas de délai légal pour le transmettre. Tout annulaire en place se traduit par une attestation rectificative à la CEPAM qui, est bien sûr, va en tenir compte et va la prendre en compte. Merci Valérie. Une troisième question. Donc, doit-on faire une attestation rectificative lorsque nous recevons une prolongation de l'arrêt initial? Alors, non, il ne faut pas faire d'attestation pour une prolongation, d'où l'intérêt de bien préciser les dates de subrogation quand vous faites une attestation de salaire initial. Il ne faut pas faire donc d'attestation rectificative ou de prolongation quand il y a un arrêt, enfin, quand il y a une prolongation, pardon, hormis si on change de risque éventuellement, si on part de la maladie, un accident, une maternité, etc. Donc les calculs, les bases de calcul ne seront pas les mêmes. Donc là, on prendra euh, on aura besoin d'une nouvelle attestation de salaire, mais si c'est une prolongation par rapport à l'arrêt initial pour le même risque, il ne faut pas faire d'attestation de salaire complémentaire. Merci Nora. Et puis, donc là, j'ai une avant-dernière question visiblement. Donc, si pas de prolongation supplémentaire à la première prolongation, est-ce que nous stoppons d'office le paiement et est-ce qu'on comprend ainsi qu'il n'y a pas de suite d'arrêt? Alors tout à fait, en fait, nous, en caisse primaire, nous allons simplement, nous nous conformons en fait à la réception des attestations, des avis d'arrêt de travail que l'on reçoit. On reçoit un avis d'arrêt de travail initial, il n'y a pas de prolongation derrière cet avis de travail initial. On va stopper, bien sûr, les indemnités journalières à la fin enfin, à la date de fin de la prescription que le médecin traitant a indiquée. Et une dernière question. Donc, si la personne est en congé juste avant l'arrêt, quelle date de dernier jour de travail faut-il mettre? Dans ce cas de figure, la date du dernier jour de travail indiqué est la veille de l'arrêt de travail, donc le premier jour de congé, premier jour de congé. Donc entre deux arrêts qui se succèdent de plus de 48 heures, est-ce une prolongation? Ah non, ça c'est une autre question, pardon. Excuse-moi Lucas, tu peux continuer. Euh, alors, oui, effectivement, je regarde s'il n'y a pas d'autres questions du coup Oui. dans le chat. Visiblement, j'en ai pas forcément. Ou alors, elles nécessiteront du coup de revenir vers vous directement pour vous apporter une réponse un peu plus détaillée qu'en live. Donc, du coup, on va pouvoir effectivement clôturer. Alors, du coup, si vous souhaitez être accompagné, donc on est également aussi à votre disposition, hein. Donc, à l'issue du webinaire, vous allez avoir une petite enquête de satisfaction dans laquelle vous aurez une question sur laquelle vous pouvez y répondre si vous avez un besoin d'accompagnement hein, à ce sujet-là. Et ensuite, on pourra prendre rendez-vous avec vous directement à l'issue pour qu'on puisse effectivement vous accompagner au mieux sur vos problématiques et en fonction de vos besoins. On vous a remis également du coup quelques contacts hein, utiles que vous pourrez retrouver directement ou sur lesquels vous pourrez trouver déjà pas mal de réponses, hein, donc que ce soit sur Net Entreprise, sur la base de connaissances des entreprises, comme à chaque fois, ou sur le amélie.fr, donc côté entreprise également. Donc là, c'est vraiment des sources d'informations très importantes hein, où vous allez pouvoir suivre à la fois nos actualités et aussi tout l'aspect réglementaire ou mise à jour, par exemple. Et puis la plateforme employeur à chaque fois pour vos suites de dossiers, donc 36 79. Donc écoutez, ben, on vous remercie pour votre attention. On n'a pas forcément d'autres questions et comme je disais, on reviendra à l'issue du webinaire directement auprès de vous. Comme mentionné au début du webinaire, le support ainsi que le replay du webinaire vous seront envoyés aussi à l'issue. Et voilà, on vous remercie pour votre attention et on vous espère nombreux. À bientôt. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous, bonne journée à tous. À bientôt, au revoir. À bientôt.